je déteste les boîtes de bouffe pour faire mes recettes à la maison. Parce que quand la recette elle est écrite, c'est 4 gros blocs de texte. Oui, c'est ça. C'est supposé être des recettes faciles en 4 étapes, mais en fait, il y a genre 8 étapes par étape. C'est ça. Il y a 8 étapes par étape. Ça dit que ça prend 20 minutes, ça m'en prend 1 heure. Et je suis très bonne en cuisine, je tiens quand même à le préciser. C'est mon exemple de quand ta procédure, tu l'écris, on fait des étapes claires, simples, précises, etc. Puis tu sais, pour illustrer le défi que ça peut représenter, je suis la personne qui a besoin de relire 4 fois pour faire cuire mes croquettes de poulet, là. Bienvenue au podcast Nuance-moi ça. Le podcast qui démystifie la neuroinclusion au travail, une nuance à la fois. Avec vos animatrices et nuanceuses Mélissa Saint-Louis et Fran Deloum. Bonne écoute! On est de retour pour nuancer ça. À Nuance-moi ça. Le balado qui nuance des processus organisationnels. Exact. Donc là, aujourd'hui, le sujet qu'on a envie de couvrir, c'est par où c'est qu'on commence dans tout ça. Puis nous, on a développé en fait 4 cadrans qu'on utilise là, quand on fait des évaluations, on l'enseigne en formation aussi, pour regarder justement quand on essaye d'avoir une approche plus neuro-inclusive, où est-ce qu'on va chercher des artefacts qu'on est potentiellement déjà, puis où est-ce qu'on doit aller trouver des zones d'amélioration pour s'assurer de réduire au maximum le potentiel de situation de handicap dans son environnement et le rendre accessible à ce niveau-là. Ouais. Puis ces 4 cadrans-là sont utiles soit dans une optique d'amélioration continue, si on est en ressources humaines, en EDI, aux opérations, puis qu'on veut rendre le tout plus accessible, on peut passer à travers ces 4 cadrans-là. Si on est nous-mêmes une personne neurodivergente, ça se peut qu'on vienne pas avec le manuel d'instruction forcément non plus. Donc, ça peut nous donner des indices aussi de où regarder pour voir qu'est-ce qui m'aiderait dans le cadre de mon travail ou comme gestionnaire, tu sais, où est-ce qu'on peut commencer à regarder ensemble pour co-créer des solutions qui permettent à la personne de mieux naviguer son environnement de travail et atteindre plus aisément son potentiel. Absolument. Puis, tu sais, là, selon la planification prévue, ça fait quelques épisodes qu'on vous parle de bonnes pratiques ou, tu sais, de bons procédés organisationnels. Puis là, on veut vraiment plus se pencher sur des notions de mesures adaptatives. Ça va tabler et construire sur les bonnes pratiques, mais on veut vous donner des exemples concrets de quelle forme ça peut prendre, parce que souvent, c'est ça la question qu'on nous pose, tu sais, c'est « OK, mais ça veut dire quoi concrètement? Ça coûte-tu cher? C'est-tu compliqué? Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce qui va prendre 2 ans? » Fait que c'est un peu ça qu'on veut vous illustrer là, avec les fameux 4 cadrans que Mélissa vous nomme. Puis je pense que je commencerai là-dessus sur la notion justement que tu viens de mentionner des questions de « Ouais, mais ça coûte cher tout ça. » Puis souvent, ce qu'on va dire, c'est que non, avoir des mesures ou des actions neuro-inclusives, c'est pas nécessairement cher. Ça peut être, en fait, très simple et très peu coûteux et faire une très grande différence. Sauf que ça reste quand même que si on le fait sur un terrain qui est truffé de barrières, d'obstacles et d'enjeux, les mesures qui coûtent pas cher ne seront jamais suffisantes si, par exemple, rien n'est documenté, s'il y a un travail de fond à faire. Fait, c'est pas de dire que tout est simple et facile à faire demain matin. On peut le faire de façon agile dans le temps. Puis simple ne veut pas dire facile. Non, exact. Exact. Puis, dans ce qui est plus potentiellement laborieux à faire, c'est des choses qui vont être nécessaires pour une personne neurodivergente ou une personne avec des difficultés d'apprentissage, mais qui vont être très bénéfiques à tout le monde. Puis, en fait, il y a plusieurs choses là-dedans qui, si on les met en œuvre et en pratique, peut faire augmenter la valeur de son entreprise si on décide de la revendre, va diminuer le nombre d'erreurs critiques, donc diminuer potentiellement les pertes au niveau de l'organisation. Il y a plein d'avantages à le faire. Donc, c'est de le voir un peu comme un processus d'amélioration continue. Puis oui, il y a des choses au niveau des mesures adaptatives qui peuvent permettre de toffer pendant que ça se met en place. Absolument. Puis tu sais, si tu le nommais, si on est en train de juste compenser le manque de bonnes pratiques, là, c'est sûr que ça peut devenir moins avantageux. Tu sais, on est en train d'éteindre des feux puis de pallier à. Fait que comme vient avec la réflexion de fond et aussi la notion de le voir comme un investissement. Puis là, j'ai pas les noms de mémoire, mais je sais que de nombreux articles ont démontré encore et encore que la croyance que d'embaucher des personnes en situation de handicap était coûteuse était fausse parce que il y a peut-être des coûts initiaux à l'embauche. Ça peut être l'abonnement à un logiciel, je veux dire, là, mais ultimement, l'investissement était beaucoup plus grand de par les bénéfices engendrés versus les pertes, ne serait-ce que parce que
t'as une personne employée qui a accès à ses pleines compétences, qui contribue à l'organisation, il n'y a pas un taux de roulement, on garde la même personne, on la fidélise. Donc, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte, là, qui démontrent que c'est sûr que si tu regardes juste le coût de ton abonnement à l'entrée, c'est une conversation très différente que quand tu prends l'image globale avec tout ce que ça implique. C'est ça revient à se questionner sur c'est quoi la cause et la résultante de ça. T'sais, est-ce que mes personnes, par exemple, en situation de handicap, restent plus longtemps en emploi parce qu'elles sont comme ça ou parce que le fait justement de trouver un environnement où est-ce que je suis bien, où est-ce que c'est sécuritaire, où est-ce que je vais pouvoir évoluer sont tellement rares que je vais le chérir et je vais être mobilisée dans cette entreprise-là et j'irai pas voir ailleurs versus quelqu'un qui a peut-être plus de latitude à passer. Puis tu sais, les chiffres sont là. Les personnes autistes, il y a eu plusieurs études sur le fait, puis ça, on peut mettre les liens aussi, que le taux de roulement était très, très faible. C'est des personnes très fidèles à leur employeur. Pas parce que c'est nécessairement inhérent en tout temps à leur caractère, mais aussi parce que quand on trouve cet endroit-là où on est bien, on y reste et on y contribue pleinement. C'est le cas de plein de personnes, tout profil confondu. Tout profil confondu. Ouais. Fait que là, ces 4 cadrans-là, pour commencer à les explorer ensemble, puis regarder justement qu'est-ce qui peut se cacher là-dedans, puis ça sera pas une liste exhaustive, puis c'est pas non plus, on le répète, on n'a aucune recette magique là, dans tout ce qu'on apporte. C'est toujours à appliquer avec nuance, avec la réalité du terrain. Je sais, on l'utilise beaucoup, mais si tu veux, on a bien choisi notre nom. Je pense que c'est juste ça. Mais c'est ça qui est ça. C'est un artefact qu'on a bien choisi notre nom. Un autre artefact, les maudits artefacts. Fait que les 4 cadrans, on va parler de tout ce qui est les accessoires. Accessoires logiciels, accessoires d'outils de travail, tout ce qui est physique ou logiciel pour soutenir. On va parler ensuite du deuxième cadran qui est les processus, les modes de communication, les pratiques en ressources humaines. Troisième cadran, on va parler du relationnel et du leadership. Et le 4e cadran, on va parler de l'environnement de travail physique autour de la personne. Et virtuel. Et virtuel. Parce que des fois, c'est pas juste des logiciels. Effectivement. Fait que si on commence avec le premier qui était tous les accessoires, logiciels et outils de travail, bon, qu'est-ce qui existe là-dedans qu'on peut considérer? Puis, quand on revient avec cette notion-là de rendre le milieu de travail le plus accessible possible, on est toujours dans une option, Fran et moi, de parler de proactivité et de démocratiser l'accès aux outils le plus possible. Ouais. Parce que, comme on l'a dit dans l'émission sur le recrutement, les chances que les personnes se dévoilent sont extrêmement faibles. Ouais. Fait que est-ce qu'on veut que les personnes aient accès à ce dont elles ont besoin pour être à leur plein potentiel en n'étant pas obligées de se vulnérabiliser au point de donner leur diagnostic ou de devoir donner une raison médicale pour y avoir accès, puis que c'est juste là pour atteindre son plein potentiel, puis faire le travail de la meilleure façon qu'on peut le faire. Exact. C'est un peu comme une boîte à outils, tu sais. Je veux dire, le moment où j'en ai besoin, ben c'est disponible. Ça se peut que j'en ai besoin très ponctuellement, très circonstanciellement. Mais ça se peut que j'en ai besoin tous les jours aussi. Ce qu'on veut, comme tu dis, c'est les démocratiser, enlever les tabous autour de ça, puis pas que ce soit en réactivité à un diagnostic qu'on a peut-être juste pas parce que on n'a pas le temps ou les sous pour ça, ou que c'est pas notre désir d'aller chercher un diagnostic, c'est aussi parmi l'équation, là. C'est dans le monde des possibles. Donc, on veut s'assurer que ce soit juste là, autant que faire se peut. On sait là, qu'on peut pas faire un buffet ouvert en tout temps de tous les outils. Là, on comprend, là, il y a des abonnements, il y a des logiciels, il y a des choses à payer. C'est pas toujours possible, mais quand on peut le faire et s'assurer que c'est accessible, ça va juste contribuer à cette culture-là de c'est là, prends-le quand on a besoin. Exactement. On va juste démocratiser le fait que si quelqu'un énonce un besoin, même si c'est pas disponible à toute l'organisation, quelqu'un qui en fait la demande, c'est pas de passer à travers 40 000 étapes, de prouver X, Y, Z pour y avoir accès quand on peut. Mais ça revient toujours à des notions de qu'est-ce qui est accessible, de qu'est-ce qui est... Surtout quand on parle de logiciel, c'est pas tous les environnements qui permettent n'importe quel logiciel non plus pour des raisons de sécurité. Il y a plusieurs contraintes aussi à tout ça, puis on est conscient de ça. Fait que c'est de naviguer sa réalité, ce qu'on raconte, puis qu'est-ce qui est possible entre les deux. C'est ça. Voyez cet épisode-là comme un épisode d'inspiration et d'idées de possibles dans les mesures adaptatives. Un Pinterest de mesures adaptatives. J'haïs tellement Pinterest, là. Comme c'est. Moi, j'adore, excuse. Non, mais j'aimerais l'aimer. C'est juste que je comprends jamais où est-ce que je m'en vais. Je commence à regarder des gâteaux au chocolat, puis je me ramasse sur des éviers de salle de bain. Je sais pas comment ça s'est passé, puis je comprends pas sur quoi faut que je clique. Fait que je me sens vraiment mauvaise milléniale avec Pinterest. Ça me fait pas. Voilà, c'est ça qui est ça. C'était le dévoilement de Fran et Pinterest. Revenons à nos outils. Mais un exemple que je peux donner vraiment facile pour illustrer là, la notion qu'on amène d'accessibilité de l'outil. Quand on passe à un logiciel de correction
par exemple, ou du soutien à la rédaction. Là. On peut prendre Antidote là, pour n'en nommer qu'un seul, là, mais ça peut être absolument nécessaire à une personne qui est dyslexique, par exemple. Ça peut être vraiment, vraiment aidant et utile à une personne qui est en francisation, à une personne avec un TDAH dont la mémoire de travail lui permet pas d'avoir accès à son champ lexical à tout instant, peu importe les raisons. Mais ça va être super utile aussi pour t'assurer que t'envoies un courriel pas de faute. T'es bien fatigué, tu sais plus trop, t'es plus sûr, tu veux aller plus vite. Le logiciel, ben, il est bénéfique, là. Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de démontrer la légitimité de mon besoin par un biais médical pour avoir accès à une licence du logiciel? C'est bien dommage, parce que c'est ça, s'il est juste disponible pour tout le monde, autant que faire se peut, on rappelle, ben, je m'en sers quand j'en ai besoin, puis je m'en sers pas quand j'en ai pas besoin. Tout simplement. Puis là, pendant qu'on parle d'outils, je vais juste placer tout de suite d'un coup que j'oublie, mais on a répertorié en fait plusieurs outils technologiques qui peuvent soutenir des personnes neurodivergentes, en fait, qui peuvent entre autres soutenir des personnes neurodivergentes, mais plein d'autres personnes dans l'organisation, toutes répertoriées par qu'est-ce qui est gratuit, qu'est-ce qui est coûtant juste en premium, par exemple, par différentes catégories. Fait que si vous voulez y accéder, vous l'avez quand vous inscrivez à l'infolette ou sur la boutique e-learning, il est là également disponible en téléchargement gratuitement. Fait que ça peut valoir la peine pour bonifier tout ce qu'on vous raconte là, en ce moment au niveau de tout ce qui est les accessoires, logiciels et outils. Quels autres outils on a là? Mais au niveau de tout ce qui est les logiciels, au niveau plus numérique, c'est toujours les deux côtés de la médaille on a de plus en plus de technologie, ce qui fait qu'on a de plus en plus d'informations à gérer, ce qui fait qu'on crée potentiellement plus de situations de handicap de par la surcharge cognitive que tout ça génère. Mais cette technologie permet aussi de mettre en place des mesures adaptatives pour pallier à tout ça ou venir réduire la charge mentale à d'autres endroits. Puis garder plus de jus pour ce qu'on peut pas nécessairement y faire grand-chose. Dans ces outils-là, c'est sûr qu'on pense à l'intelligence artificielle à plusieurs égards. Puis tous ces outils-là, j'ai l'intention qu'on reparle de ça plus tard un peu plus concrètement, mais ça reste que l'intelligence artificielle peut apporter des outils pour aider à prioriser. Puis là, je pense juste à un qui est gratuit, mais qui est juste disponible en anglais, qui est le Goblin Tools. Donc, ça s'écrit Goblin, GOBLIN.tools, TOOLS. On va mettre le lien, évidemment, en commentaire, qui a plusieurs fonctions, qui a été designé pour les personnes neurodivergentes, puis qui permet, entre autres, de décortiquer une tâche qui a l'air trop complexe en petites tâches que je peux faire en étapes ou en plus petites tâches que je peux plus facilement ignorer. Je sais pas, ça dépend. Ah, écoute, chacun sa méthode. Il fait ça entre autres. Il permet aussi, encore en anglais malheureusement, mais de valider le ton d'un courriel. Pour certaines personnes, ça peut être difficile d'écrire un courriel puis d'y mettre les fioritures politiques nécessaires tout le temps. Fait que des outils comme ça peuvent nous aider à dire tu sais, ton courriel est peut-être trop sec, je rajouterai X, Y, Z, puis il fournit une autre version. Fait que c'est des choses qui peuvent aider grandement pour des situations qui peuvent donner très anxiogènes là, au niveau du travail. Au niveau des accessoires, on peut aussi penser pour des personnes, pas que, mais tu sais, quelqu'un de dyslexique, des outils qui permettent de lire à haute voix le texte. Ou si on a une bibliothèque dans l'organisation, tu sais, mettons qu'on est une entreprise, une organisation apprenante puis qu'on a beaucoup de livres, mais de donner peut-être l'option d'avoir accès à des livres audio. Moi, je sais, dans mon cas, c'est comme ça que j'ai réussi à consommer le plus d'informations possible. Ça a changé ma vie, le fait d'avoir accès à ça. Ça reste un livre qu'on lit, ça reste d'informations pertinentes et importantes. Donc, j'aimerais tellement y arriver. Moi, je pars dans 8 films différents dans ma tête pendant que j'écoute un audiobook. Je sais pas comment j'arrive. C'est merveilleux. Il y a quelque chose de spécial qui s'est passé, puis je me goinfre de livres. Mais tant mieux. Moi, je vais continuer à les lire de manière analogue. J'aime tellement le feeling d'un livre dans mes mains. J'essaie des livres électroniques. Sinon, c'est pas... Comme tant qu'à lire, moi, lire le vrai livre. Mais bon, bref, ça sera pour diverge. On diverge. Puis, donc là, on parle beaucoup, tu sais, de tout ce qui est technologique, mais ça peut être tellement simple aussi, là. On s'entend un post-it, ça peut changer la donne. Et là, vous le voyez pas, mais nous, devant nos yeux, il y a un petit chronomètre visuel qui nous permet, donc un time timer, là, qui nous permet de voir le temps
disparaître sous nos yeux et d'avoir une idée du temps qui reste, ça a changé nos vies. Je l'ai tout le temps dans mon sac à dos. C'est tellement utile. Puis, tu sais, c'est là où ça... Puis je commence déjà à faire un petit peu le pont vers tout ce qui est le relationnel, puis la notion d'environnement, mais si ça, c'est démocratisé, puis que ça vient pas avec une espèce de stigma de bon, hein, un time timer pour les enfants, ça là, on vient tellement d'augmenter la capacité de plein de personnes, puis ça va tellement contribuer à la collaboration, à l'efficacité. Là. Moi, ça a tout changé là, d'avoir du visuel pour le temps. Là. Oui. L'autre jour, je suis allée à la radio. Il y avait du trafic, ça venait de sortir en même temps. Il y avait du trafic, oui. Je suis allée à la radio, puis c'était une entrevue très courte, puis je sais que j'avais 2 segments de 8 minutes, puis c'était très stressant pour moi. Fait que, tu sais quoi, j'étais arrivée à la radio avec mon petit time timer, puis j'ai dit comme, j'en ai besoin. Puis c'était bien correct. Puis tu sais quoi, j'ai dit tout ce que je voulais dire en 8 minutes pile et c'était tout à fait parfait. Puis ça coûte pas cher, là. Non. En tout cas, on l'a sur notre site web, sur nos outils favoris chouchous dans les ressources disponibles. J'ai dit ça, on n'avait pas pensé à ça. Tu vois, mais il est là. Voilà, c'est bon. Puis celui qu'on a, il fait juste la lumière. Fait qu'il bip pas. Oui, il y a ça aussi, c'est que ça, s'il devait sonner, moi, je pense que je sauterais au plafond à chaque fois quand je suis concentrée. Là. Mais le fait qu'il flash est très le fun et accessible en plus parce que ça répond à plusieurs personnes et différents besoins. On peut penser aussi à tout ce qui est les outils de travail en termes de documentation. Oui. Tu sais, si j'arrive dans l'emploi puis que tout ce que j'ai appris pour faire le travail que j'ai à faire, c'est Chantal qui est là depuis 15 ans qui me l'a dit puis qui a fait que je prenne tout ça en note, bien les chances que j'aie pris en note, pas nécessairement dans le bon ordre, que j'ai pas priorisé la bonne information au bon moment puis qu'il y ait des trous comme un petit gruyère neurodivergent ou pas, il y a ces risques-là, on s'entend. Oui. Ben, c'est pas efficace puis le risque d'erreur vient de croître. Fait que comment est-ce que... Là, le jour où Chantal, elle s'en va, ça s'effondre, ça, là. Tout s'effondre. Chantal détient tout le savoir de l'organisation dans sa tête. Ça n'a pas de bon sens. Non. Fait que, ça, c'est un exemple, justement, comme on dit au début, de... Bonne pratique. Qui peuvent, oui, être un investissement, mais qui en valent franchement la chandelle. Parce que, justement, on n'est jamais à l'abri de quelqu'un qui quitte l'organisation sans que ce soit un accident, mais qui gagne la loterie. Hey, je sais pas. Écoute, Chantal, elle gagne 15 millions, là. Chantal a changé de carrière, là. C'est fini, là. Chantal va venir nous sponsoriser. On t'aime, Chantal. On a tous et toutes une Chantal, je pense, dans nos carrières, qui nous a tout appris de tout son savoir accumulé dans sa tête. Oui. Moi, j'ai une petite pensée pour Chantal. Fait que de se dire qu'on a une documentation qui est accessible, qui est facilement disponible à même l'environnement, puis là, on peut se dire, ouais, mais là, mes gens, ils n'ont pas un ordinateur, puis tout ça. OK, parfait. Qu'est-ce qu'on a comme autre option? Puis là, il y a plein de façons créatives qu'on peut imaginer de rendre l'information disponible, mais ça reste justement quelque chose de nécessaire pour plusieurs personnes neurodivergentes parce que si on est toujours dans une culture orale de « je te l'avais dit », ben là, il y a des non-dits, il y a des « oui, je te l'ai dit, mais là, j'avais pas assez de mémoire de travail pour retenir tout le temps que tu me l'as dit à la machine à café puis que je remarche à mon bureau pour le mettre sur mon cahier puis là, j'ai peut-être vu quelque chose ou quelqu'un m'a interpellé puis là, je suis partie ailleurs puis tu sais quoi? J'ai une nouvelle vie, là, entre-temps, là, c'est fini, là. Tout a pu se passer. Fait que si je documente encore avec les meilleures pratiques, de se dire, tu sais, que c'est pas, mes procédures n'ont pas l'air d'une soupe à l'alphabet mélangée. Je vais juste faire l'exemple, puis je ne nommerai pas l'entreprise, mais je déteste les boîtes de bouffe pour faire mes recettes à la maison. Parce que quand la recette, elle est écrite, c'est 4 gros blocs de texte. Oui, c'est ça, c'est supposé être des recettes faciles en 4 étapes, mais en fait, il y a genre 8 étapes par étape. C'est ça, il y a 8 étapes par étape, ça dit que ça prend 20 minutes, ça m'en prend 1 heure, et je suis très bonne en cuisine, je tiens quand même à le préciser. Puis ça, c'est l'enfer parce que c'est ça. C'est les 4 gros blocs de texte. Puis là, des fois, ils disent « faites telle étape. » Là, t'as fait. Mais juste avant, n'oubliez pas de faire telle chose. Fait que c'est mon exemple de quand ta procédure, tu l'écris, on fait des étapes claires, simples, précises, etc. Puis tu sais, pour illustrer le défi que ça peut représenter, je me débrouille quand même correct en cuisine. Là. Je vais l'admettre, même si je suis en train de dire que je suis pas bonne, mais tout le monde me dit que c'est pas vrai. Anyway. Mais je suis aussi la personne qui a besoin de relire 4 fois pour faire cuire mes croquettes de poulet, là. Genre, j'ai le temps, entre le congélateur et mon four qui sont à 2 pas l'un de l'autre, d'oublier la température, la durée, à quel temps faut que je le flippe, et le temps que je relise à quel moment faut que je le flippe, j'ai réoublié la température. Fait que c'est terminé. Moi, j'ai réglé ça, j'ai 2 timers sur mon four. Fait que je prends un timer pour les flipper, puis un timer pour la durée complète. Mais tout le monde n'a pas 2 timers sur son four. Mais moi, je pars le timer sur mon micro. Ça fait celui sur le four. Mais oui, c'est puis combien de fois que j'ai sorti l'emballage de la poubelle
Parce que j'étais sûre que c'était... là, que j'avais jeté une sauce tomate par-dessus, puis il n'y a plus rien qui marchait, là. Mais voilà, mais tu sais, ça donne une idée de... C'est pas qu'on veut pas, c'est pas qu'on l'a lu trop vite, c'est vraiment un enjeu de mémoire court terme, de mémoire de travail. L'information, elle se dissipe, là. Si vous me lisez moindrement sur le blog, vous savez que j'ai 11 marches de mémoire. Dans le sens qu'après 11 marches d'escalier, je ne sais plus qu'est-ce que je fais là. Donc, si j'ai pas un mémoire visuel, genre un mémo dans ma tête, ou si j'ai pas répété à chaque marche, lavage, je ne sais plus pourquoi je suis là. C'est pas que je veux pas, c'est juste j'ai bien beau me forcer, ça prendrait des lunettes à ma mémoire. Ça existe pas encore. Puis ça, ben c'est bon pour une personne qui a potentiellement des difficultés d'apprentissage, une personne neurodivergente, une personne qui vient d'arriver sur le marché du travail, là, nos jeunes générations qui arrivent, qui n'ont pas encore expérimenté le monde du travail, puis qui savent pas toutes les procédures, puis qui n'ont pas nécessairement toutes les compétences transversales pour venir déchiffrer comme un escape game comment ça marche cette patente-là. Ça va les aider. Mais voilà. Fait que documenter, clairement, rendre ça... Aussi, faciliter, favoriser l'autonomie de trouver l'information au bon endroit. Parce que ça revient aussi à ça, des fois, là, c'est pas pas juste d'avoir bien écrit, bien structuré les choses, c'est de faire en sorte que si je le sais pas, parce que c'est une information que j'ai besoin une fois par année, ben je sais facilement où la trouver quand j'en ai besoin. Exact. Puis ça, ben, on peut se débrouiller, le faire au meilleur de notre connaissance, ou on peut aller chercher de l'aide pour le faire avec les meilleures pratiques dans des cas comme ça. Fait que ça, c'est tout ce qui est les accessoires, ben tout, en partie. Non, mais on a déjà débordé sur les documents, sur la documentation. Là. On a commencé, c'est des vases communicants, Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est des vases communicants parce que là, on a parlé des documentations. En fait, c'est que ça rentre dans généralement des procédures, puis là, les procédures habitent dans des processus. Fait que là, on tombe dans la catégorie processus, communication et pratique. Moi, je vois juste un petit village de condos et de processus et de procédures. Mais c'est ça, des processus, c'est tout des petits condos, des petites boîtes, tu les rouvres, tu regardes sont où les barrières, sont où les biais, sont où les inefficacités, sont où les... Les personnes qui le savent pas, Mélissa, elle a beaucoup d'amour pour les processus. Puis en ce moment, elle en parle avec tellement d'amour dans les yeux. C'est fascinant, tout ça. J'ai failli me questionner puis me dire si je ne devenais pas une analyste d'affaires à un moment donné, tellement j'aime ça. T'aurais été excellente. J'aurais été excellente. Mais ce serait peut-être tannée, par exemple. Et t'aurais fait des cartographies cute. Ils sont beaux, mes processus. C'est des chefs-d'œuvre de processus. OK. Excusez. Fait que là, ces processus-là, justement, on veut aussi les documenter parce que si c'est pas clair qui fait quoi à quel moment, ben qu'est-ce qui arrive? On a des risques des balles qui s'échappent ou des risques de travail qui se fait en double. Ouais. Beaucoup d'inefficacité. Puis là, je pense à nos amis qui sont ingénieurs en processus, qui écoutent peut-être, qu'on aime beaucoup, qui se disent sûrement que c'est de la musique à leurs oreilles, tout ça. On espère vous faire honneur parce qu'on vous aime. Oui. Donc là, c'est ça. Fait que ces processus-là, ils sont bien détaillés, dessinés, est-ce qu'ils sont facilement accessibles au même titre que les procédures. Puis ça aussi, il y a des meilleures pratiques pour le faire. Puis ça, on parle des communications. Ouais. Parce que là, il peut y avoir des glitches de communication, surtout si mes processus ne sont pas clairs. Ouais. Puis on communique dans une journée. On communique sur un moyen temps, on communique tout le temps, puis pas de manière efficiente. Pas tout. Pas souvent. Puis des fois, ce qui a l'air tellement clair ne l'est pas. Ça, même entre nous deux. Je pense qu'on s'aime. Mélissa et moi, on vit sur la neuroinclusion. Vous avez pas idée le nombre de choses qu'on pense, qu'on s'est dit, mais qu'on s'est raconté dans notre tête. La communication, c'est complexe, là, qu'on soit neurodivergent ou neurotypique. Là, je veux dire, entre ce qu'on pense qu'on veut dire, ce qu'on réussit à dire, le trafic entre le cerveau puis la bouche, que l'autre personne comprend, décortique tout ce qu'elle a compris, ressent par rapport à ça. Il y en a des filtres là où on peut se mêler. Puis en plus de ça, dans la complexité organisationnelle, l'information, elle est diffusée tellement partout, tout le temps. Je veux dire, entre la réunion qui sert plus à rien, les 8 courriels, puis l'information cruciale qui, elle, est donnée à la machine à café, on s'est un peu perdu dans le projet, tu sais. Puis là, t'as la moitié de l'équipe qui est en virtuel. C'est ça. Qui a pas eu l'information de la machine à café. C'est ça. Fait que là, ces communications-là, ben, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? On clarifie les canaux. Exact. Ça, on en a parlé dans plusieurs articles. Quand on se fait interviewer, c'est quoi les choses à mettre en place? On revient souvent avec cet exemple-là de... Puis c'est quelque chose qu'on voit souvent aussi dans les difficultés de... J'ai quelque chose de très important à te dire, je sais pas où le déposer... Et je vis de l'anxiété parce que j'ai peur que si tu l'as pas attrapé, que je vais me faire taper sur les doigts.
Là, je parle pas de jeu, mais je parle de situations, tu sais, que j'ai entendu à maintes et maintes reprises de personnes neurodivergentes, mais pas que. Oui, parce que ce que ça peut créer, c'est parce que tu veux tellement que l'information se rende que là, tu vas te mettre à solliciter beaucoup les personnes, que ce soit par téléphone, par courriel, par texto. Puis là, les gens vont te dire, bon, écoute, lâche prise, là, t'es donc bien anxieuse comme personne. Ouais. Oui, mais c'est parce que sinon, l'information va se perdre et ça va être de ma faute. Donc, c'est ça, il faut que je compense l'ambiguïté des canaux de communication à tout prix. Exact. Moi, c'est ça que je dis souvent exact. Je suis très d'accord quand tu parles, qu'est-ce que tu veux. Mais cette clarification des canaux de communication, c'est de dire où est-ce que je mets quoi, à quel moment, pourquoi, comment. Voilà. Telle information, ça devrait se trouver dans un courriel. Parfait. Telle autre information, ça devrait se retrouver dans notre groupe de clavardage, que ce soit Slack, Google, Teams, peu importe, là. Qu'est-ce qui se retrouve là? Tout tel type d'information, on a des documents ou on a un outil de suivi de projet. Si c'est un enjeu, un risque lié au projet, ça devrait se retrouver dans la matrice de gestion de projet. Puis tu sais quoi, ça, si je reviens dans mon cadran juste avant des outils de travail, ben la procédure associée à quel canal de communication sert à quoi doit être claire, explicite, noir sur blanc, facilement disponible. Puis là, ça n'empêche pas que ça peut émerger dans une conversation à un moment donné. Là, on vous dit pas de « je ne peux pas te parler, il faut que j'aille écrire ton courriel ». C'est pas à ce point-là. Mais c'est de se dire « oh, attends, cette information-là, elle est importante, elle est pertinente. Elle doit donc se retrouver dans le canal déterminé plutôt. » Puis ce que ça permet, c'est si moi, j'ai oublié ou je cherche une information, j'ai au moins à peu près une idée où est-ce que je vais la trouver, en fait. Puis ça a été dans les choses qui... Tu sais, que j'ai travaillé beaucoup, surtout dans une entreprise ou dans une ancienne vie où est-ce qu'on était 100% virtuel, tout le monde était dans des lieux différents. Toute cette clarification des canaux de communication pour le sentiment d'appartenance à l'organisation, très important. Tu sais, d'avoir un canal pour mettre des petits gifs, des petits mimes, là, c'est vraiment correct aussi, mais il faut pas qu'ils se retrouvent avec les informations cruciales puis venir diluer la patente, là. C'est efficace quand tu cherches l'information, tu peux la retrouver facilement. Puis quand tu as une question, tu sais que si tu vas la poser à tel endroit, telle personne va te répondre dans les meilleurs délais. Puis que si tu avais quelque chose de crucial à déposer, si tu as fait en anglais, je m'excuse, le due diligence, c'est l'équivalent français. Je le connais pas, l'équivalent français de celui-là. En tout cas, si j'ai fait ce que je devais faire, puis que je l'ai mis à l'endroit qu'on avait convenu dans le processus de communication, que ça se retrouvait là, mais si quelqu'un l'a pas vu, mais que j'ai fait ce que j'avais à faire, ce n'est plus ma faute. Et ça réduit beaucoup l'anxiété. Oui. Ça, c'était pour les canaux de communication. Après ça, il y a plein de façons de le faire. Ben oui. Le comment ça se met en place, après ça, il y a plein de variabilités. C'est ça qui est beau dans tout ça, c'est qu'on vous donne des idées, mais il y a énormément de créativité, d'innovation possible, de personnalisation selon les paramètres de votre organisation aussi. Là, c'est ça, c'est pas un one size fits all. C'est pas une taille unique. Là, quand je dis ça, là, moi, je pense juste au petit chandail fripé là, qu'on avait, qui était tout petit, qui sentait vraiment le plastique. Excusez. On vous amène ça dans le podcast Nuance-moi ça aussi. On nous avait nommé qu'on aimait notre authenticité. Ben, on la maintient. Vous avez accès à nos divergences d'idées en direct. Puis... Est-ce que moi, je retournais sur le... Il faudrait qu'on enclenche le prochain. Oui, c'est ça. Fait que Pratique RH, on couvre à travers les différentes émissions de podcast. Fait que je mets... On a consacré 40 minutes sur le recrutement. Là. Juste là, on a abordé plein. Là, c'est ça. Mais c'est de se rendre compte que ça fait partie des mesures qui rentrent en ligne de compte puis qui ont un impact important. Après ça, on a tout le relationnel et le leadership. Là, ça, c'est important. C'est important parce que il y a deux choses. Il y a Fran qui va vous parler de son expérience, qui est, dans tout mon historique professionnel, ce qui a fait la différence, bien souvent, là, c'est le facteur humain. Ça a été d'avoir cette personne gestionnaire avec qui j'avais un sentiment de sécurité, avec qui je pouvais cogiter, penser à voix haute, me poser des questions, bien plus que d'avoir tout de suite d'emblée le logiciel ou pas dont j'avais besoin. Parce que je me sentais en sécurité d'y aller. Puis, il y a aussi le fait que je veux tabler sur la sécurité psychologique au-delà de ma propre expérience. Tu sais, si j'ai une panoplie de mesures, mais que je ne me sens pas en sécurité de les demander, de les utiliser, que j'ai l'impression qu'on va me juger, qu'il y a du stigma associé, que je peux pas me référer à mes collègues ou à mes gestionnaires autour de ce besoin-là, ben je vais pas les utiliser. Ça sert à rien. Là, ça devient un gaspillage d'argent. Ça sert à rien d'avoir de décupler les mesures si on n'a pas un climat qui favorise le bien-être au travail, l'inclusion et la sécurité psychologique. Ça fait la différence. Ouais. Puis j'ai juste envie de faire le parallèle avec ce que j'appelle le culture washing, tu sais, des entreprises qui vont mettre en place toutes sortes d'affaires patentes à gosse pour avoir l'air
cool et le fun. Ouais. Puis que finalement, il y a quelque chose de sous-jacent qui reste toxique, par exemple. C'est dissonant, en fait, là, C'est ça. Fait que si tu mets une table de baby-foot, mais que à chaque fois que tu prends le temps d'aller jouer à la table de baby-foot, tout le monde te regarde croche parce que t'es pas en train de cruncher des chiffres comme les autres pendant 8 heures et 10 heures par jour. Et j'ai pas d'adéquation là, dans tout ça. Fait que c'est le même principe ici qu'on applique de... Si on dit, ah oui, on est neuro-inclusif, mais qu'à chaque fois que la personne elle met ses coquilles anti-bruit, par exemple, pour réussir à se concentrer, il y a quelqu'un qui vient toujours lui taper sur l'épaule, le monde fait comme, t'as-tu elle est sauvage, elle veut pas parler à personne, elle met juste ses coquilles. On n'est pas plus avancé. Ben non, c'est ça. Fait que tu sais, le relationnel, ça passe à plein d'égards. On parle de toute ce climat, cette ambiance-là. Ça parle d'avoir des conversations courageuses aussi, tu sais. On l'entend souvent, là, une personne avec qui la communication est moins fluide, mais on lui dit jamais que ça fonctionne pas, puis après on se met à parler dans le dos de cette personne-là, on l'exclut, puis tu sais, ça fait son chemin, puis ça apporte pas souvent de mauvaises intentions, mais ça s'envenime. Ça vaut la peine de se parler, puis de mettre à plat aussi nos besoins. Puis tu sais, ça peut prendre plein de formes. Moi, je me souviens qu'un exemple, j'ai une batterie sociale qui est très faible. Je suis vite épuisée. Je rock ma faroucheness comme un brand identitaire. Mais quand j'avais des quarts de travail de 8 heures et de 16 heures en équipe, je le disais à mon équipe, vous allez prendre votre dîner ensemble. C'est votre moment social pour relaxer. Moi, je ne peux pas faire ça. J'ai besoin de mon heure dans un bureau fermé, lumière éteinte où personne ne me parle pour rester sociable et gentille après. Mais ces conversations-là, ça faisait partie justement des mesures plus relationnelles avec mes collègues. J'avais la place d'en parler, c'était respecté, c'était pas vu comme une preuve de ma non-implication dans l'équipe du tout. On peut penser aussi à la posture de coach comme gestionnaire. Puis là, je veux vraiment prendre ça avant de passer la parole à Mélissa, de rappeler que nos gestionnaires sont vraiment surchargés. Nous, là, chez Nuance, on veut vous dire une affaire, là. Vous n'avez pas besoin de tout savoir tout le temps. C'est correct, des fois, de pouvoir dire à vos employés, « Hey, je le sais pas. » Comme, laisse-moi te revenir avec ça. Ce qui va faire la différence, c'est pas d'avoir la réponse ou l'outil sous la main. Là, ça va être un accueil sécuritaire et sécurisant, sans jugement, sans stéréotype, d'une personne qui vient vous parler du besoin qu'elle rencontre ou du défi auquel elle fait face à ce moment-là. C'est ça. Puis là, cette posture de coach-là, elle est primordiale de par le fait que chaque personne est différente. Tout le monde est différent comme tout le monde. Capitaine Évidence, encore une fois. Puis... Ça va être ça, dans le podcast. Capitaine Évidence. Organisationnel. Capitaine Évidence, tout en nuances. Mais dans comment est-ce que... Puis on a un super article là-dessus, justement, sur comment est-ce que j'accueille un dévoilement, tu sais, de quelqu'un qui vient me dire qu'il y a des besoins, par exemple, en ayant une posture de coach, puis en posant des questions ouvertes, puis en essayant de venir ensemble définir qu'est-ce qui va être le plus aidant pour la personne. Ça vaut beaucoup plus que des conseils non sollicités du genre « As-tu pensé à faire une liste? » Puis ça, c'est l'exemple qu'on ramène tout le temps parce que c'est ce qu'on entend le plus, c'est ce qu'on a entendu le plus souvent, mais ça reste vide parce que faire une liste, ben il y a toutes sortes de façons de faire une liste et il y a toutes sortes de façons très inefficaces et inefficientes de faire des listes aussi. Ça aussi, on va mettre un beau petit lien. J'ai fait un hommage aux listes dans un article de blog parce que c'est pas inutile une liste, c'est super pratique, mais c'est bien plus grand que juste écrire une liste. C'est ça. Sinon, ça fait des listes de listes. Puis si on n'a pas les aptitudes pour avoir cette posture de coach-là, ben c'est là où ce que d'avoir des personnes professionnelles qui rentrent en ligne de compte, comme ce qu'on peut offrir en termes de coaching tripartite. Fait qu'on peut coacher à la fois le gestionnaire, à la fois la personne neurodivergente à identifier les besoins, à les communiquer et à co-créer cette relation-là. Parce que c'est sûr que des fois, on peut pas nécessairement toujours comprendre là d'où la personne elle arrive, puis on peut remettre en question de façon totalement involontaire et sans aucune mauvaise intention la validité de ce que l'autre personne nous dit parce que ça nous semble hors champ, parce que ça nous semble pas si grave, mais pour la personne, ça l'est grave ou important. Fait que de ramener ce dialogue-là, puis dans ce relationnel et ce leadership-là, le courage managérial dans son équipe également, quand il y a des non-dits, quand il y a des incivilités, de s'assurer qu'on fait qu'est-ce qu'on a à faire, puis qu'on assure le climat sécuritaire pour tout le monde. Absolument, puis d'être capable aussi de reconnaître les notions d'équité en comparaison à l'égalité. On l'entend souvent, cette préoccupation-là. Et si je le commence pour toi, il faut que je le fasse pour tout le monde. Ben non. Non. Puis il y a bien des chances que les autres personnes ne veulent pas nécessairement ça. Puis après, on le sait, tout n'est pas faisable tout le temps. Tu sais, une personne qui a besoin de se concentrer, qui demande un bureau fermé, il n'y en a pas de bureau fermé. Je peux pas raser le building pour lui donner un bureau fermé. On sait. Par contre, c'est là où on se ramène à, OK,
c'est quoi le besoin sous cette demande-là, tu sais, puis c'est un besoin de me concentrer sans me faire déranger à tout instant. Là, ça fait déjà un petit peu le pont vers l'environnement de travail, mais ça peut être de dire, ben comment on co-construit une solution créative ensemble là-dedans. Est-ce que ça peut être d'avoir une place à signer? Est-ce que ça peut être d'avoir des zones dédiées à la concentration et au calme? Ça prend plein de formes. Puis un autre aspect que je veux amener, puis que je trouve tout le temps un peu cocasse quand il ressort, dans le relationnel, je t'ai-tu coupé la parole, Mélissa? Non. Ok, excusez, je viens d'avoir un flash de... J'étais plus sûre. Dans le relationnel, tu sais, des fois, la solution à mettre en place, elle est très simple. Et au lieu de s'en réjouir, on est comme, ben là, c'est ben trop simple. Ton besoin était donc ben pas légitime, voir que c'était juste ça. Alors que je suis comme, mais coudonc, soyons juste contents et contentes que ce soit simple, tant mieux, bonne affaire. Parce qu'on se rend pas compte que en minimisant le besoin parce que la solution nous semble petite à nous, dans notre perception, ben on est peut-être en train d'invalider la légitimité du besoin de la personne ou du défi que la personne mentionne rencontrer. Oui. Puis aussi, tu sais, en lien rapidement, tu sais, le fait qu'il y ait souvent des... Tu sais, on parle de situations de handicap invisible, puis il y a souvent cette crainte-là que la personne va vouloir profiter du système, puis c'est tellement pas... Ça reste marginal comme cas. Tu sais, la mauvaise foi n'est pas à prendre comme premier réflexe, là, parce que souvent, le courage que ça prend pour venir demander, c'est parce qu'il y a quelque chose derrière, puis le fait justement que ce soit quelque chose de simple à mettre en place ne vient pas délégitimiser. Puis quand on pense à des handicaps invisibles, puis ça, tu avais des articles là-dessus, que le seul fait qu'une personne, par exemple, qui utilise un fauteuil roulant, donc on parle de quelque chose de très visible, où est-ce quelqu'un aurait beaucoup d'empathie pour cette personne qui utilise un fauteuil roulant, la minute qu'elle se lève, parce que peut-être qu'elle en a besoin pour se déplacer, mais qu'elle a quand même l'usage de ses jambes pour se lever momentanément pour attraper quelque chose, bien là, tout d'un coup, la personne peut facilement basculer et juger cette personne-là comme étant... Exact. C'est le mythe du disability con, de cette fraude du handicap, de l'arnaque. Le handicap est toujours à démontrer, à prouver, sans quoi on est perçu comme quelqu'un qui fraude le système. Et ça, c'est extrêmement lourd et stigmatisant. Des situations de handicap invisibles, il y en a plusieurs. On parle de la neurodivergence de par notre expertise en neuroinclusion, mais on peut parler de maladies auto-immunes, on peut parler de maladies dégénératives. Il y a plusieurs choses qui font que je ne verrai pas et que le besoin ne sera pas moins légitime. Et quand je vois, ben c'est aussi tout à fait légitime. Ce qui nous amène à terminer sur l'environnement de travail. Je pense que cet épisode-là va être un petit affaire plus long, mais c'est pas grave. On achève là, avec l'environnement de travail. On avait effleuré le fait justement d'avoir des casques anti-bruit si c'était bruyant. On a parlé de co-construire, peut-être d'assigner des places. Puis quand on parle d'environnement de travail, ce qui revient beaucoup dans les discussions, c'est ces aires ouvertes. Oui, ça devient une grande mode. C'est une grande mode, combiné au fait que des fois, bon, il va y avoir, post-COVID, il y a plein de choses qui s'est passé, puis des fois, il y a des environnements qui vont réduire les espaces parce que les gens ne sont pas toujours au bureau, fait que ça fait qu'il n'y a plus personne qui a une place à signer. Il y a plusieurs personnes qui nous sont arrivées avec des histoires autour de ça, puis le stress vécu à ne pas avoir une place à signer parce que si j'ai ma place à signer, par exemple, ben je suis capable d'avoir sur mon bureau mes repères visuels pour m'aider en tout temps. J'ai pas besoin de pacter comme un chameau tout ce que j'ai à traîner tout le temps. Ça permet de réduire beaucoup de charge mentale et de risques d'oubli et de tout ce qui va avec, là. Oui, ben exactement, parce qu'après, c'est ça se retourne contre la personne si vraiment elle est en retard, parce qu'elle a besoin d'une routine pour s'installer, parce qu'il faut qu'elle cherche un endroit qui lui convient pour correspondre à ses mesures. C'est pas gagnant pour personne non plus, là. C'est ça. Puis c'est pas nécessairement toujours faisable dans certains cas, tu sais, c'est de voir qu'est-ce qui est possible dans l'environnement, mais de pas délégitimiser le besoin. Puis il y avait cette histoire-là que je mobilise souvent en formation de cette personne qui avait demandé des mesures adaptatives, avait demandé un logiciel, avait demandé autre chose. Puis le moment où elle a perdu son emploi, c'est quand elle a demandé d'avoir une place assignée. Ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Puis, tu sais quoi, quand on parle de quelque chose qui coûte rien, là, c'est ça. Puis souvent, c'est de la peur, tu sais, c'est la peur de « Ah, mais ça va engendrer quelque chose. » Ben, cette peur-là, elle est peut-être vraiment illégitime, tu sais, ça se peut que ça manifeste rien pantoute. Comme ça se peut que ça fasse ressortir un besoin. Hey, finalement, il y a une conversation à avoir peut-être comme organisation, comme équipe, si ça désorganise un peu tout le monde, finalement, de pas avoir de place à signer, là, tu sais, ça peut être une conversation légitime. Puis, tu sais,
Souvent, la créativité, on associe ça à avoir des idées from scratch, du blanc. Mais la créativité, en réalité, c'est avoir des idées dans des contraintes. Vous avez des contraintes, vous avez des paramètres d'organisation à respecter. Ça va nous permettre de la créativité. C'est ça. Puis dans cette créativité-là, il y a toutes sortes de solutions possibles. Puis on peut aller jusqu'à se questionner sur c'est quoi l'impact justement sur l'ensemble des personnes. Puis là, si j'ai une gang de personnes qui brainstorm, qui fait tous leurs appels, puis que l'autre personne est toujours dans un travail où elle a besoin de se concentrer, mais vu qu'il n'y a pas de place à signer, tout le monde est dispersé, disparate, où est-ce qu'il y a de la place? Pourquoi est-ce que j'ai pas des zones de concentration puis j'ai pas des zones de collaboration, par exemple? Ouais. Puis dans cet environnement-là, quand on parle aussi de besoins ou de défis vécus par les personnes neurodivergentes, de s'assurer d'avoir une signalétique qui est très claire. Exact. La mémoire de travail s'applique aussi à tout ce qui est visio-spatial. Oui. On rit parce que je suis un exemple archétypique de la situation. Je me suis déjà perdue dans un stationnement pour plus de 30 minutes. J'ai une voiture rouge aujourd'hui pour ce faire. Donc, j'ai vraiment besoin de me repérer dans l'environnement parce que, autre exemple, quand je suis dans un restaurant et que je vais à la salle de bain, quand je sors de la salle de bain, je ne sais plus du tout où est ma table. Je dois pouvoir me repérer. Donc, c'est ça. C'est bien important d'avoir une signalétique qui est claire et inclusive et pas juste pour les profils neurodivergents, ça inclut plusieurs profils de fonctionnement aussi là, à travers tout ça. Et que ce soit clair pour que je ne perde pas une éternité à chercher où chercher. C'est ça. Puis si justement on fait des zones précises de collaboration, de concentration, que ça aussi, ça soit indiqué clairement, que ça fasse partie de la culture de l'organisation. Puis toutes ces belles actions-là qu'on met en place, puis on revient à la notion de courage managérial, on revient à la notion de perception des pairs aussi dans l'environnement de travail. La formation et la sensibilisation devient un bon outil dans tout ça parce que si j'ai juste, par exemple, donné une formation au gestionnaire, ce qui est en fait la porte d'entrée pour commencer les discussions, là, évidemment, mais que tout repose sur leurs épaules, de gérer des situations d'incompréhension entre employés, je suis pas plus avancée. Fait que c'est pour ça qu'il y a des façons stratégiques de déployer de la formation, puis que ça enlève le stress au gestionnaire de toujours devoir tout gérer et tout mitiger, parce que peut-être que la personne qui a besoin de mesures adaptatives l'a mentionné qu'elle a un diagnostic ou a mentionné qu'elle avait des limitations fonctionnelles sans nommer le diagnostic, puis là, mais elle veut pas que le reste de l'équipe le sache, puis elle a le droit. C'est pas parce que ça serait plus simple que tout le monde le sache que ça fait qu'il faut le dire. Si la personne, elle veut pas, ça lui appartient. Mais si tout le monde apprend ensemble que si on a différentes façons de collaborer, qu'on a différentes façons de communiquer, qu'on a différents besoins et que ça reste légitime, absolument, on vient enlever le poids des épaules des gestionnaires, puis on vient de favoriser un climat de collaboration beaucoup plus neuro-inclusif at large dans l'organisation. Quel mot de la fin? Quel mot de la fin? Il n'y a rien à ajouter. Regarde ça comme on finit dans le temps. Mais oui. C'est beau. Fait qu'on espère qu'au terme de cet épisode, les exemples et les formes que peuvent prendre les mesures adaptatives sont un peu plus concrètes. On vous l'a dit, c'est pas une liste exhaustive. On voulait simplement vous mettre des idées, des images, des inspirations. Il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Faut commencer quelque part, puis ça nous donne déjà un très bel aperçu de ce qui peut être fait. Il y a des choses plus grandioses que d'autres, puis il y a aussi des choses toutes simples qui font la job. Fait que sur ça, on se dit à un prochain épisode. On a encore plein de choses à vous raconter. C'est pas comme ça, on manquait de contenu. Oh que non. Bye là. Bye. T'as apprécié l'épisode puis t'aimerais en savoir plus sur la neuroinclusion? Viens nous suivre sur LinkedIn ou abonne-toi à notre infolette en venant sur notre site à l'adresse nuance.com. Ça s'écrit nuense.com.